messieurs, bonsoir. Bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, cette annonce de plus d'1 milliard de francs CFA pour le budget 2020 de la commune d'Adiara. Les travaux de la 3e session ordinaire du conseil communal ont révélé ce montant. Également au menu de ce journal, la formation sur la gestion des micro-entreprises. Elle réunit plus d'une vingtaine de groupements féminins. Objectif, améliorer l'autonomisation de cette couche de la population. Enfin, le centre de santé de Gadomé bénéficie d'un nouveau bâtiment. Celui-ci est destiné à accueillir et soigner les patients. C'est le fruit d'un partenariat fructueux que nous découvrirons dans ce 13h. Les travaux de la 3e session ordinaire du conseil communal d'Adiara se sont achevés par l'annonce d'un budget de plus d'1 milliard pour la commune en 2020. Un budget et un plan annuel d'investissement qui traduisent les ambitions du dit conseil pour cette commune. Plus de détails avec Guillaume Avienou et Didier Zanon. Hôtel de ville d'Adiara. Les travaux de la 3e session ordinaire de l'année s'achèvent au terme de 4 jours d'assises. Des travaux sanctionnés par l'annonce d'un budget de plus de 1,221 milliard de francs CFA au titre de 2020 et d'un plan d'investissement qui traduise les ambitions du conseil communal pour l'an prochain. J'ai noté à travers vos interventions que les différentes ou les difficultés des populations pour avoir accès à une voirie praticable, à l'eau potable, à l'électricité, aux soins efficaces de santé et à un enseignement de qualité continue d'être votre souci permanent. Je voudrais me permettre de vous rassurer qu'à l'heure du bilan, notre mandature surprendra positivement et va marquer agréablement les esprits. Le premier citoyen de la commune souhaite alors un plus grand accompagnement de l'administration pour atteindre ce résultat. Une bonne fin de 2019 et une année 2020 plus prospère pour la commune d'Adiara, ce sont là les vœux du nouvel an par anticipation du conseil communal. Et puis, comment améliorer la gestion des micro-entreprises? Le sujet a été au cœur d'une formation d'une vingtaine de groupements féminins du pays en vue d'améliorer l'autonomisation des femmes. Au Bénin, la formation organisée par l'INPF, l'Institut national pour la promotion de la femme, s'est déroulée à Dangbo, Guillaume Avienou et Brice Humbo. Des représentants d'une vingtaine de groupements féminins à Dangbo pour une formation de 72 heures. Initiée par l'INPF, l'Institut national pour la promotion de la femme, cette formation au profit des participants venus des départements de l'Ouémé, du Mono, du Koufo, de la Donga et de l'Alibouri vise à renforcer les capacités des femmes des zones rurales du pays afin de les aider à développer davantage leur entreprise génératrice de revenus. Cette activité consistera à les outiller dans la gestion, dans la recherche de capitaux, dans la recherche de débouchés et dans la recherche de l'amélioration des performances dans leur micro-entreprise. La bonne organisation et la bonne rentabilité de ces entreprises dirigées par des groupements féminins participent à l'épanouissement des femmes, mais également des hommes et des enfants à travers leur famille et leur communauté. La formation se déroule à travers plusieurs modules. La comptabilité et la gestion financière, le marketing et la recherche de marché, sans oublier l'autonomisation et la gestion du ménage pour consolider les liens familiaux, et cela pour le bien-être de la société. Je peux dire que c'est une innovation et nous remercions infiniment l'Institut national de la promotion de la femme. En réalité,
C'est ma première fois de les rencontrer. Et tel que nous avons commencé, je pense qu'ils se sont armés pour bien nous former, afin que tout ce que nous ferons soit bénéfique pour nous-mêmes et pour la population. La finalité de la présente formation, améliorer l'autonomisation des femmes, un vœu cher au gouvernement du Bénin révélé. Et sachez que l'Association nationale des communes du Bénin veut lutter contre la malnutrition des enfants jusque dans les contrées les plus reculées. Pour mieux convaincre les partenaires techniques et financiers de cet important projet, les responsables de la NCB se sont retrouvés à l'OCOSA pour améliorer les documents devant servir de support au plaidoyer. L'atelier intervient après celui de Boïkan. C'est un reportage signé Firmin Bassao et Judicaël Ayena. Un guichet FADEC Nutrition, le projet en passe d'être une réalité avec l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les responsables de l'institution se retrouvent à l'OCOSA pour élaborer les principaux documents devant servir de support au plaidoyer auprès des partenaires. La nutrition est devenue une question cruciale qui mobilise l'ensemble des acteurs du développement, qu'ils soient au niveau national ou au niveau local. La NCB est bien de ce combat qui vise une réduction significative du taux de la malnutrition. L'association fêtière s'est positionnée depuis quelques années aux côtés des communes pour la mise à l'échelle de la nutrition. Motivée par les efforts menés par les acteurs communaux pour faire reculer la malnutrition, nous nous sommes engagés à plaider auprès du gouvernement et des partenaires au développement afin que des ressources substantielles soient mises à leur disposition. La question de l'alimentation et de la nutrition constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les communes. Une batterie d'arguments montrant la nécessité et l'urgence d'allouer les ressources importantes à la lutte contre la malnutrition dans les communes sera élaborée au sortir des assises. Et nous avions eu des communes pilotes au départ et nous avions bénéficié d'un crédit qui s'est achevé. Et aujourd'hui, force est de constater que les enfants de 0 à 3 ans qui évoluent vers 5 ans, leur comportement, si vous en avez à la maison, et qui sont nourris au lait maternel pendant les 6 mois de leur première année de naissance, ont des comportements totalement différents. Ils vous posent des questions impossibles, ils ont des réactions impossibles. Ils reconnaissent le ronflement de votre voiture, de votre moto, quand vous apparaissez au portail et disent à leur maman, c'est Pépé qui vient. Et leur santé est robuste. Tous les indices portent à croire que ce que nous faisons est qualitatif et d'une qualité à nulle autre pareille. J'avoue que nous faisons le constat chaque jour que si nous investissons plus dans l'homme, le développement sera beaucoup plus durable. Parce que l'enfant qui rate sa croissance, il sera maladif toute sa vie. L'enfant qui rate l'éducation, parce que malade tout le temps, il ne sera pas un enfant épanoui. Le présent atelier est financé par la Banque mondiale à travers le projet de nutrition et de développement de la petite enfance PNDPE. Parlons maintenant de la quinzaine de redevabilité. Il s'agit d'une initiative de Social Watch Bénin qui vise à promouvoir les pratiques de veille citoyenne. La première édition de cette activité est lancée à Parakou. Doris Nathalie Olabi. Inciter les populations à demander régulièrement des comptes aux administrations locales. C'est l'objectif principal de la quinzaine de redevabilité. En matière de démocratie, le nœud principal, c'est l'argent public. Et nos populations, pendant longtemps, n'ont jamais su qu'au cœur de la démocratie, il fallait avoir un œil vigilant sur la gestion des ressources publiques. Et nous avons pensé qu'il serait bon d'organiser une période où les notions de cette redevabilité seront échangées avec les populations. Pendant cette période, cette quinzaine, nous allons amener les populations à se familiariser avec les autorités, avoir le courage de s'approcher d'elles pour demander des comptes. Le thème retenu pour cette activité est « Transparence et redevabilité dans le secteur de l'éducation primaire ». Les enfants sont des adultes de demain. Et travailler déjà pour que ces enfants se familiarisent avec cette notion de redevabilité pourrait payer demain.
La quinzaine de redevabilité est à sa première édition et bénéficie du soutien financier de la coopération suisse. Pour nous, cette initiative est une initiative très intéressante. C'est pour ça qu'on m'a demandé de venir ici parler au nom de la coopération suisse aussi, pour encourager l'initiative, pour dire que c'est quelque chose de très bien et que nous sommes avec vous. Permettez-moi de saisir la présente occasion pour vous renouveler ainsi qu'à l'ensemble des organisations de la société civile au Bénin ma gratitude et celle donc des autorités préfectorales pour votre implication effective dans la vulgarisation des concepts de transparence, de lutte contre la corruption et de redevabilité dans le processus de gestion du secteur de l'éducation, notamment celui de l'éducation maternelle et primaire. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette quinzaine avec un accent particulier sur les actes de naissance. Toujours dans ce 13h, on parle du don de soi pour le genre humain. C'est ce que prône le volontariat. Les volontaires étaient à l'honneur ce 5 décembre, date consacrée par les Nations Unies. Le volontariat pour un futur inclusif, eh bien, c'est le thème de cette année. Alexandra Diotan pour le reportage. L'utilité des volontaires n'est plus à démontrer. Leur compétence est requise dans maints domaines. L'université de Parakou s'en réjouit. Et cela, ça retient pleinement notre attention. L'attention non seulement des dirigeants de l'université, mais aussi de ses apprenants. Je tiens à vous réitérer la disponibilité des autorités préfectorales pour vous accompagner afin de faciliter l'accomplissement efficace de vos nobles missions. Le volontariat pour un avenir inclusif revêt tout son sens. Il traduit l'altruisme et la disponibilité permanente des volontaires que vous êtes à consacrer vos efforts, non seulement pour rendre heureux les autres, mais aussi et surtout pour garantir un avenir où aucune personne ne doit être marginalisée. Peace-Corps, Croix-Rouge, France Volontaire, Volontaires des Nations Unies ou autres, ils sont nombreux à servir au sein de ces différentes instances. Le Bénin en accueille chaque année. Lorsque les gens font le volontariat, ils établissent des liens avec les autres et développent un sentiment d'utilité. La représentante du ministre de l'Emploi des Jeunes saisit l'occasion et met en lumière les efforts au plan national. À la faveur de l'alternance d'avril 2016, le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, a pris l'engagement de faire du volontariat et du bénévolat un outil clé dans le dispositif de lutte contre le chômage par la formation citoyenne et le renforcement de l'employabilité des jeunes en vue de leur insertion professionnelle. De nouvelles orientations sont alors données avec l'élaboration de nouveaux programmes de volontariat qui devront entrer dans leur phase d'expérimentation en 2020. Je voudrais rassurer tous les partenaires et tous les jeunes qui désirent s'engager dans le volontariat que le gouvernement maintiendra le cap les années à venir avec le recrutement d'autres volontaires. Cette phrase va particulièrement séduire dans l'assistance les jeunes en quête d'opportunités. Quelques grandes instances de volontariat ont été présentées avec à l'appui des explications sur le procédé de recrutement. Venons-en maintenant au réseau de téléphonie mobile MTN qui, à travers sa fondation, a fait un don aux enfants de l'ONG Racine. C'est une clinique spécialisée dans le suivi et la prise en charge des enfants atteints du VIH-Sida. Voici le reportage de Océane Amoussou et Bernold Djogwe. Je pense à toi l'enfant. Les bras et les poches chargés, la fondation MTN vient de soulager ces âmes innocentes qui, déjà si jeunes, doivent vivre chaque jour avec le virus du sida. Le mois de solidarité de la fondation MTN coïncide avec le mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Cette année, MTN offre des produits vivriers et un chèque de 3 millions de francs CFA à l'ONG Racine. MTN est venu vous rendre visite dans le cadre des actions que nous faisons tous les mois de décembre, que nous appelons le mois de solidarité. C'est assez dur comme sujet, mais c'est assez compliqué aussi.
Nous sommes venus avec des vivres pour soutenir les patients que vous avez, surtout les enfants. Les enfants qui ont quand même toute leur avenir devant et qui ont besoin d'être soutenus dans leur innocence, mais aussi être préparés à tout ce qui va leur arriver, puisque c'est une bataille de longue haleine. L'ONG Racine est reconnaissante pour ce geste de la Fondation MTN, ce qui servira à faire face aux diverses dépenses pour le bien-être des 300 pensionnaires pris en charge par la clinique. Votre arrivée ici est une réponse à notre cri de détresse en faveur des enfants infectés et affectés par le VIH. La prise en charge du VIH est quelque chose d'extrêmement exigeant. Et elle l'est davantage quand il s'agit des enfants. Je voudrais très sincèrement, au nom des enfants, vous dire un grand merci. Merci à votre institution MTN pour tout ce qu'elle fait en faveur des couches vulnérables de notre pays. Merci pour ces dirigeants qui ont su intégrer dans la culture managériale la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je voudrais enfin vous rassurer que votre don contribuera effectivement et exclusivement à prendre en charge les enfants pour qui il est destiné. Avec 20 années d'existence, l'ONG Racine intervient principalement dans les domaines comme la santé, l'éducation et l'environnement. Son ultime objectif est la promotion d'un épanouissement des communautés en situation de vulnérabilité. Je l'évoquais dans le sommaire, le centre de santé de Gadomé, c'est dans le département du Mono, bénéficie d'un nouveau bâtiment pour accueillir et soigner les patients. C'est le fruit du partenariat entre des donateurs italiens, un natif de la localité et le ministère de la Santé. L'infrastructure a été réceptionnée par le ministère au cours d'une cérémonie riche en chants et danses à la grande joie des populations. Ghislain Poguet pour le point de la cérémonie de réception. Un bâtiment tout neuf pour le centre de santé de Gadomé, dans la commune de Komé. Le ministère en charge de la santé qui procède à la réception remercie et promet d'en faire bon usage. Le centre de santé de Gadomé, les acteurs prennent l'engagement solennel et ferme d'entretenir ce joyau et d'en faire un très bon usage. Pour ce partenariat naissant, nous souhaitons que cela dure aussi longtemps que possible. Pour le député de la circonscription, le geste est louable et accompagne les efforts du gouvernement de Patrice Talon pour l'administration de soins de bonne qualité dans les centres hospitaliers du pays. Nous devons tout faire pour soutenir le gouvernement dans ses efforts pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et nous remercions les donateurs de continuer à nous appuyer dans la commune de Komé. Le bâtiment a été construit grâce à l'appui financier de donateurs et de bonne volonté de Naples en Italie, avec la détermination d'un natif de la localité qui a demandé la réalisation de l'ouvrage et conduit les démarches de bout en bout. On est venu faire la pose de la première pierre le 5 septembre dernier. Et voilà, avec les membres des ancêtres, avec la population de Gadomé, de la commune de Komé tout entière et la communauté italienne, ce joyau est devenu une réalité. Moi, je ne suis rien, je n'ai fait que servir d'intermédiaire entre la commune du Bénin et le consul du Bénin à Naples. Le bâtiment vient diminuer quelque peu les peines des usagers du centre de santé de Gadomé. Et puis une actualité pas trop gaie dans ce 13h avec cette cérémonie d'hommage à Maxime Tchédi, magistrat à la retraite et ancien président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême. L'initiative émane de ses pairs qui ont tenu à exprimer leur attachement à ce digne fils du Bénin, Lénaïque Aguazaou, Alexis Kenom. Ultime hommage du personnel judiciaire à Maxime Tchédi, magistrat de renom et d'une probité irréprochable. L'illustre disparu, ancien président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, aura servi avec loyauté la République. Son riche et brillant parcours professionnel suscite respect et admiration. À l'heure du recueillement, les témoignages pleuvent. Tchédi a été au tribunal de Porto-Novo en 1968 et il a été un élément extraordinaire dans cette juridiction. Il a confectionné, il a réflexionner intellectuellement, professionnellement cette juridiction.
Les avocats m'ont laissé entendre, parce que je suis un peu trop jeune dans la profession pour avoir connu le président Tchédji, qu'il était quelqu'un de très affable, de très honnête, qu'il était même blagueur et qu'il avait réussi à leur faire entendre de la justice que c'était un service sérieux. Au-delà de ses compétences professionnelles avérées, Maxime Tchédji aura été un intellectuel fortement attaché à ses origines et à sa culture. Il est pétri dans la tradition africaine béninoise. S'il vous chante, s'il danse, s'il vous joue, mais vous ne diriez pas que c'est un magistrat. C'est un poète, c'est un traditionnaliste, c'est un chanteur, c'est un conteur. Bon père de famille aussi il était. Il laisse en héritage à sa progéniture un nom dont elle peut être fière. On sait que papa était un homme d'une certaine probité qui a servi le Bénin, mais ce qu'on a encore appris aujourd'hui sur lui, ça nous réconforte, ça nous pousse à prendre exemple sur lui. Maxime Tchédji a tiré sa révérence le 24 octobre dernier. Le magistrat à la retraite sera conduit à sa dernière demeure ce samedi 7 décembre à Abomey. Voilà, il faut dire que Maxime Tchédji a été conduit à sa dernière demeure dans la journée d'hier, samedi 7 décembre. Dernier sujet de ce 13h, après les réformes foncières au Bénin, Xavier Zola, juriste et spécialiste des questions foncières, met dans les rayons libraires une nouvelle œuvre thématique intitulée « Être propriétaire terrien aujourd'hui au Bénin ». Que retenir du livre? Éléments de réponse dans ce sujet signé Axel Dancy et Edmond Rumbo. 40 ans, juriste, une profonde envie de marquer son temps. À l'exercice de sa profession s'ajoute la passion de faire parler sa plume. Xavier Zola met dans les rayons un nouveau livre. Être propriétaire terrien aujourd'hui au Bénin, c'est le titre du bouquin de près de 75 pages qui relate et informe des dispositions à prendre pour se prémunir devant les juridictions. Un blanc immaculé soutient le graphisme du titre se trouvant sur la première de couverture et de ce tome assis, rêvant d'avoir une parcelle, donne un bref aperçu de cet ouvrage. Au Bénin, quand on commence à avoir un peu d'argent, quand on commence à mettre un peu d'argent de côté ou quand on commence à travailler, le premier réflexe, c'est toujours d'acheter une parcelle quelque part. Et en général, quand la personne intéressée ne manifeste même pas le désir, c'est son entourage proche qui commence à lui mettre la pression donc pour dire « Ah, il faut le faire, il faut le faire ». Le livre, lui, s'intéresse exclusivement à ce qui concerne Monsieur Tout-le-Monde, qui se retrouve dans le cadre d'une transaction. Et surtout, essaie donc de faire ressortir le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand je remets de l'argent à quelqu'un qui se présente comme un vendeur que j'ai acheté une parcelle. Alors, malheureusement, c'est ce que nous faisons d'habitude. On essaie de se voir, on se met d'accord, quelqu'un qui veut acheter, quelqu'un qui veut vendre, et puis l'acheteur remet donc l'argent au vendeur et on lui fait une décharge ou un petit papier et ils s'entendent donc pour aller après faire les formalités administratives. Juriste spécialisé dans les questions foncières, l'auteur aborde dans cet ouvrage une question d'actualité. Quand vous avez une parcelle avec titre foncier, que ce soit en milieu rural ou urbain, quelles sont les démarches? Quand vous avez une terre de plus de 2 hectares en milieu rural ou sans titre foncier, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand votre parcelle est un don, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce que justement quelqu'un, parce que vous l'avez peut-être épaté, ou parce que vous êtes de son sang, ou de sa famille, ou que vous êtes amis, parce qu'il vous l'a offert, que ça y est, c'est fini. Il faut forcément faire des démarches, parce que devant l'État, il reste toujours propriétaire de la terre. Xavier Zola affiche à sa bibliographie 2 ouvrages. L'un intitulé Réforme foncière au Bénin, l'autre Être propriétaire terrien aujourd'hui au Bénin. Des questions d'intérêt général qui appellent les uns les autres à déguster sans modération cette œuvre thématique. Et c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée, bonne fin de semaine à tous.